de la région Grand Est et Kamel Ganoni de l'Adréal, le réseau Climat et Énergie Grand Est, dans le cadre duquel est organisé ce webinaire. Alors, il y a un petit bruit de fond. Je vais attendre un peu. Je vous appelle concernant notre... Voilà, je reprends. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du réseau Climat et Énergie Grand Est. On organise tout au long de l'année des webinaires, des rencontres de réseau pour les techniciens et les élus des EPCI de la région Grand Est. On a tout un programme que vous pouvez retrouver sur notre espace collaboratif en ligne. N'hésitez pas à nous demander des informations complémentaires si vous le souhaitez dans le chat. J'en profite aussi pour dire qu'il y aura un webinaire spécialement pour les élus le 29 juin par rapport à toutes les questions qu'on peut se poser sur le développement des énergies renouvelables. Donc on se tient aussi à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires sur le programme de ce futur webinaire. Et je remercie nos intervenants du jour, en particulier Cyprien Villemain, qui va nous détailler tout l'univers des réseaux intelligents. Et je vous souhaite un bon webinaire et je te repasse la parole, Amélie. Merci Hélène. Donc moi je suis Amélie Pilet du bureau d'études auxiliaires qui accompagne l'ADEME, la région et l'Adréal dans l'animation de ce réseau. Et on a préparé ce webinaire avec ma collègue Hélène qui va prendre la parole rapidement après moi. Et donc pour ce webinaire sur les réseaux intelligents, on a l'intervention de Cyprien qui se présentera rapidement après ma courte introduction. Et puis ensuite, on aura une intervention de deux personnes qui ont travaillé sur un projet en Bretagne. Et ils nous rejoindront à 11 heures. Donc, ce sera la partie retour d'expérience qui sera illustrée autour d'un projet d'autoconsommation collective ayant eu recours au réseau intelligent. Et donc, il y aura une personne d'un syndicat d'énergie accompagnée d'une autre personne d'une société de la SEM qui a développé le projet aux côtés de la commune. Et ces deux personnes nous présenteront voilà, le retour d'expérience qui a été réalisé il y a quelques années, donc avec un peu de recul sur ce qu'a été le projet et à quoi servent les réseaux intelligents d'énergie. Donc, Cyprien, peut-être si tu veux te présenter, et après on fera notre petit quiz d'introduction. Oui, merci Amélie. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire consacré donc au réseau intelligent de l'énergie. Je suis donc Cyprien Villemain, chargé de mission Smart Grid Grand Est. Je travaille concrètement pour le pôle Fibre Énergie Vie et donc pour un consortium d'entreprises et de structures qui m'accompagne dans ce programme d'animation à destination des collectivités. Mais je ne rentre pas plus dans les détails puisque je présenterai ça évidemment dans une phase juste après. Ok, très bien. Eh bien, je vous propose, pour se mettre en jambe, de faire un petit quiz. Je vais lancer le sondage et normalement, vous avez une question qui s'affiche à l'écran. Est-ce que vous avez une question qui s'affiche à l'écran? Alors, la question s'affiche. Oui, c'est bon, le quiz s'affiche. Je ne sais pas si on peut y répondre, par contre. Alors, moi, je n'ai pas trouvé la solution pour y répondre, comment ça fonctionne précisément. Oui, je pense, Cyprien, c'est peut-être normal comme tu es moi, aussi j'ai pas le droit. animateur. Je n'ai pas le droit de jouer, d'accord. Les autres, vous pouvez nous dire si ça fonctionne pour vous? Oui, ça fonctionne. Bon, super. Comme nous, on est animateur, on ne peut pas participer. Alors, j'ai une personne qui a répondu à toutes les questions. Maintenant, nous sommes à 4 personnes qui ont répondu. Et nous attendons peut-être un petit peu plus de réponses parce que vous êtes un peu plus de participants que ça. Nous avons 6, 7 réponses.
pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de proposer un quiz d'introduction avec quelques questions qui permettent voilà, de lancer le débat sur les réseaux d'énergie intelligents. Eh ben, merci pour vos réponses. Je vous propose de regarder ensemble vos réponses. Alors, la première question, c'était: les réseaux d'énergie dits intelligents permettent-ils la sobriété énergétique? Et vous êtes 10 sur 11 à avoir répondu oui, donc vous êtes plutôt d'accord et on est d'accord avec vous dans l'idée de dire que effectivement ces réseaux d'énergie intelligents permettent la sobriété parce qu'ils permettent en fait de piloter de façon plus fine l'utilisation des énergies. Des exemples de ça et de mise en application, c'est la mise en fonctionnement de l'éclairage ou une ventilation qui se met qui est utilisée uniquement en présence d'usagers dans un bâtiment. Ça, c'est pour la première question. Félicitations, vous avez été très fort et forte. Pour la deuxième question, on vous a demandé si les réseaux d'énergie intelligents permettent de produire plus d'énergie, avec une petite nuance en vous demandant si ça produisait forcément plus d'énergie ou pas forcément plus d'énergie. Et vous avez été 9 sur 12 à répondre non, pas forcément. Et on vous rejoint sur ce point parce que l'idée, c'est de dire que ces réseaux intelligents d'énergie permettent surtout d'adapter la production ou la demande en temps réel et pas forcément, in fine, de produire plus d'énergie. On avait une troisième question qui vous demandait si ces réseaux intelligents permettent d'apporter de la flexibilité, et vous avez tous et toutes répondu oui. Et alors là, c'est un petit peu le centre du projet, en fait, c'est d'être flexible et pilotable. Donc, vous avez bien compris l'essence de ces réseaux. On a une quatrième question qui était un petit peu piégeuse dans sa formulation, je crois, et c'est pour ça qu'on a des réponses assez nuancées. C'est les smart grids ont-ils pour but de ralentir la décarbonation de la production d'énergie? Et évidemment que non, le but c'est d'implanter des énergies renouvelables et donc d'accélérer cette décarbonation. Et pour finir, on vous demandait si ces réseaux dits intelligents permettent d'optimiser l'autoconsommation énergétique. Et là, à 100%, vous avez dit oui, et nous sommes tout à fait d'accord. Et ce sera d'ailleurs le sens du témoignage sur le projet de Langouet. Merci beaucoup pour vos réponses. Et on va pouvoir laisser la parole à Cyprien pour se présenter et aussi pour faire une introduction peut-être un peu plus complète du sujet. Merci Hélène. Et ben c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous avez dès à présent le retour du support de présentation. Oui, j'essaye de le partager tout de suite. Alors j'attends, je te laisse juste le temps de faire la manipulation. Voilà, normalement, vous avez mon écran. C'était bon de mon côté. Ça fonctionne bien. Super. Eh bien, parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Cette première phase, alors oui, effectivement, on aurait peut-être remontrer le programme. Donc, l'introduction sur les smart grids que je vais vous proposer, c'est pour expliquer un petit peu ce que sont les smart grids, quelle est l'origine, ce qu'ils peuvent apporter concrètement au territoire et évidemment aux utilisateurs également. La seconde phase sera consacrée à la présentation du programme Smart Grid et du programme d'accompagnement des collectivités qui est porté par un consortium qui s'appelle donc le Club Smart Grid Grand Est. Et puis, comme l'a évoqué Hélène et Amélie, la seconde phase de ce webinaire sera consacrée à un retour d'expérience sur le projet de la commune de Langouette dans le 35. Voilà, suivi d'un temps d'échange durant lequel vous pourrez nous poser vos questions et on essaiera d'y répondre. Si on peut passer à la diapo suivante. Oui, j'en profite pour dire qu'on est dans un format assez réduit. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre en les posant dans le chat. Et Hélène et moi, on se fera relais de vos questions auprès de Cyprien. Alors, j'en profite aussi dans ma présentation. J'ai pas
je n'ai pas évoqué que j'ai été donc conseiller en énergie partagée. Donc, c'est les conseillers en énergie pour les collectivités qui sont portés par différentes structures. En l'occurrence, moi, j'ai agi sur un PETR, pôle d'équilibre territorial et rural. Et de ce fait, j'ai une bonne connaissance des problématiques et des besoins des collectivités en termes de transition énergétique. Voilà, c'était juste une petite précision. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, avant de présenter et de définir ce que sont les smart grids, voilà quelques éléments de contexte qui vont expliquer aussi pourquoi, quel est le rôle des smart grids dans cette transition énergétique. Évidemment, le contexte réglementaire, vous le connaissez évidemment tous. La stratégie bas carbone, donc nationale, qui est déclinée au niveau régional à travers le SRADET. Donc, cette volonté, effectivement, d'accélérer la décarbonation des territoires et donc des énergies. Également, travailler sur le volet sobriété, ça c'est l'objectif du décret tertiaire, de réduire considérablement les consommations d'énergie de nos bâtiments publics. Donc, on verra comment, justement, la technologie et l'intelligence des réseaux permet de gagner en sobriété au niveau des bâtiments, en l'occurrence. Et puis, plus récemment, la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, dite loi d'accélération des ENR, qui va donner un coup de fouet considérable au développement des ENR, qui va faciliter le raccordement et accélérer le raccordement des ENR aux différents réseaux publics de distribution, et puis également permettre de nouveaux montages comme l'autoconsommation collective de gaz, de biogaz, par exemple. Voilà, donc tout ce contexte-là. Alors moi, je rajouterais à ce contexte-là, il y a un contexte effectivement de décentralisation aussi de la production des énergies. Vous savez qu'en France, on a une production qui jusqu'à présent était très centralisée, malgré un maillage important de nos réseaux d'énergie. Et avec l'avènement et l'arrivée des ENR, le développement des énergies renouvelables, donc du coup décentralisées et intermittentes, nos réseaux d'énergie doivent pouvoir s'adapter à cette nouvelle configuration pour pouvoir garantir en permanence un équilibre entre la consommation et la production, voilà, et notamment à l'échelon local. Donc ça, c'est, je dirais, un deuxième enjeu, un deuxième élément de contexte important. On peut passer à la diapo suivante. Donc la diapo suivante est consacrée à la définition même des smart grids. Alors avant de rentrer dans la définition, juste quelques mots sur l'origine de ce concept. Donc il est né outre-Atlantique, puisque c'est les USA qui sont précurseurs dans le développement des smart grids. Il se trouve que leur système électrique est très étendu et morcelé en plusieurs milliers d'entités indépendantes qu'on appelle des utilities. Et de ce fait, c'est un réseau d'énergie qui est très sensible et très vulnérable. Et donc, les États-Unis ont dû rapidement trouver des solutions pour pouvoir sécuriser leur réseau d'énergie électrique. Et donc, ont intégré progressivement des systèmes intelligents pour pouvoir mieux piloter et garantir en temps réel un équilibrage et puis un acheminement régulier et efficace de l'énergie. Voilà. On peut noter qu'en 1980, on commence à voir apparaître des compteurs intelligents qui remontent des données de consommation pour pouvoir mieux piloter les énergies. Voilà, donc la définition, en fait, définition de smart grid, il y en a beaucoup, parce que le sujet est quand même très large en fonction de l'échelle à laquelle on se situe. On va le voir, on essaiera de rentrer dans ces détails-là. Donc, je vous propose une définition de l'ADEME qui est, on va dire, accessible. Donc, les systèmes énergétiques
smart grids sont capables d'intégrer, de prévoir et d'anticiper efficacement et de manière intelligente, évidemment, les actions des comportements des utilisateurs. Donc, l'idée, c'est de se dire que, voilà, on a un système qui permet de faire de la prédiction, de prévoir, d'anticiper et de ce fait, de pouvoir assurer un approvisionnement énergétique en fonction des besoins en temps réel. Voilà. Consommateurs et producteurs qui peuvent être industriels, tertiaires ou résidentiels, évidemment. Et afin de maintenir une fourniture d'énergie efficace, durable, économique et sécurisée. Voilà. Donc, ça, c'est une définition assez générale. Alors, moi, je rajouterais à cette définition-là, qui est quand même très axée sur l'électricité, que les réseaux intelligents aujourd'hui, c'est aussi les réseaux intelligents de gaz, c'est aussi les réseaux de chaleur intelligents. Voilà. Donc, l'approche que l'on propose, nous, c'est une approche plutôt large et multi-énergie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les stratégies des collectivités, il y a cette volonté aussi d'avoir une approche multi-énergie pour pouvoir garantir un approvisionnement énergétique qui soit plus local et plus vert. Et puis surtout qui corresponde à un potentiel et à des ressources locales. Sur ce schéma-là, donc, on retrouve différentes notions autour des smart grids. Évidemment, les notions de raccordement, de production d'électricité, par exemple photovoltaïque ou éolienne, de l'autoconsommation. Donc, aujourd'hui, avec les compteurs communicants, on peut effectivement aussi proposer des schémas d'autoconsommation collective. L'intelligence permet aussi le stockage de l'énergie dans le but d'optimiser aussi la production ENR, qui sont des productions, donc, comme je le disais, intermittentes, qui produisent pas forcément de manière régulière et puis pas forcément au moment où on a des pics de consommation, d'où l'intérêt aussi de stocker l'énergie. Et puis d'autres nouveaux usages liés, par exemple, à la mobilité électrique. Donc là, on aura l'exemple du véhicule électrique, et puis les outils numériques aussi et de gestion de données qui viennent s'interfacer avec ces différentes infrastructures. Voilà, j'espère que la définition n'est pas trop complexe. Alors, les smart grids, qu'est-ce qu'ils proposent? Avant tout, ça permet évidemment de faciliter le raccordement des nouvelles énergies renouvelables et locales aux différents réseaux publics de distribution, donc en facilitant l'intégration et aussi en limitant les investissements dans ces réseaux. Donc les réseaux vont devoir pouvoir absorber toutes ces nouvelles productions locales, et de ce fait, le pilotage des flux le plus fin possible permet justement d'utiliser les réseaux existants sans être obligé de se lancer dans des investissements coûteux. Voilà. L'autre aspect, évidemment, c'est l'optimisation des réseaux d'électricité. On en a parlé tout à l'heure, notamment dans le quiz. L'idée de flexibilité de pilotage des énergies au niveau local. Encore une fois, l'objectif étant d'équilibrer au maximum les productions avec les consommations et les demandes. Et puis faire face aussi à de nouveaux usages qui arrivent de manière assez massive. Si on prend le cas, encore une fois, des véhicules électriques, on a des besoins qui s'amplifient, et il faut que les réseaux puissent absorber aussi ces demandes importantes. Le troisième aspect, c'est un aspect peut-être qu'on imagine moins, mais c'est la maîtrise de la demande énergétique. Donc là, on parle notamment à l'échelle d'un bâtiment de smart building. Donc, c'est l'idée, grâce aux technologies numériques, de pouvoir piloter finement les consommations des bâtiments, de réduire les usages de manière à faire des économies d'énergie, tout simplement. Alors, ça se fait aussi à différentes échelles. Je vais parler des bâtiments, mais ça se fait au niveau des quartiers, ça se fait également au niveau des villes. Si on prend l'exemple des éclairages publics, par exemple,
Aujourd'hui, on est capable de pouvoir piloter cet éclairage de manière optimisée par de l'extinction, par de la réduction de puissance, par de l'éclairage, on va dire, à déclenchement. Voilà, donc ça, c'est toutes des solutions qui aujourd'hui sont permises grâce à ces nouvelles technologies. Donc, trouver des solutions d'efficacité énergétique des bâtiments. Alors là, oui, concrètement, aujourd'hui, si on prend le cas du décret tertiaire, il y a des obligations de réduction de consommation qui sont importantes, mais on n'est pas certain de pouvoir arriver à ces performances sur des bâtiments qui sont complexes à rénover, qui ont aussi un caractère patrimonial, et de ce fait, il y a des restrictions sur les méthodes, sur les matériaux qui devront être utilisés. Et là, le pilotage et l'intelligence permet de venir compléter et d'atteindre du coup les objectifs de performance qui sont objectivés. Voilà. Et enfin, rendre les consommateurs plus actifs dans la gestion de leur consommation. Effectivement, l'idée, grâce au numérique, c'est de pouvoir communiquer, rentrer en communication avec ces consommateurs et ces usagers, et pourquoi pas de les faire interagir aussi, à des fins donc, de sobriété, et puis de responsabilisation aussi des usagers dans la réduction des consommations et dans leur faculté à pouvoir aussi participer à cette sobriété. Voilà, donc je lis simplement le petit encadré, donc impliquer les acteurs du système électrique dans leur ensemble. Donc là, ça va effectivement du producteur jusqu'au consommateur, en passant par les collectivités qui sont, je rappelle, propriétaires des réseaux de distribution d'énergie. Diapo suivante. Alors, les smart grids, effectivement, ont de multiples avantages et apportent de nombreuses choses aux collectivités et aux territoires. Évidemment, il y a un enjeu technique, ça je l'ai évoqué, notamment de sécurisation de l'approvisionnement énergétique par la flexibilité et l'équilibrage des réseaux. Il y a aussi un enjeu évidemment économique derrière tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà ils permettent le développement des énergies renouvelables décentralisées, donc favorisent aussi l'économie locale, le partage de l'énergie au niveau local. Et puis, grâce, par exemple, à l'autoconsommation collective, qui est une forme de réseau intelligent, on va pouvoir partager une énergie produite localement et de ce fait avoir, on va dire, une fiabilisation du coût de l'énergie sur une échelle de temps plus ou moins longue. Voilà, donc il y a une notion d'attractivité économique et c'est un argument qui peut être relayé par les collectivités auprès d'entreprises pour les inciter à venir s'implanter, s'installer dans les territoires. Il y a des enjeux évidemment aussi sociétaux et organisationnels, notamment de cohérence territoriale. Il faut savoir que les projets Smart Grid sont des projets très structurants, complexes certes, mais très structurants, qui peuvent s'échelonner sur plusieurs années. Et pourquoi pas constituer de ce fait une ligne directrice, une colonne vertébrale d'une stratégie territoriale. D'autres enjeux sociétaux, je citerai par exemple la qualité de vie. Voilà, le numérique permet notamment, si on prend à l'échelle d'un bâtiment, de mesurer, de vérifier la qualité d'air intérieur d'un bâtiment et d'informer les usagers en temps réel sur cette qualité d'air. Bon, c'est un exemple critique, mais il y en a évidemment bien d'autres. Diapo suivante. Donc là, voici quelques exemples justement pour illustrer ces définitions et les propos que je viens d'évoquer. Alors pour le moment, je n'ai pas de projet sur le territoire du Grand Est à vous présenter. Donc je suis allé puiser
chez nos confrères en Bretagne, Pays de la Loire, pour trouver des exemples qui permettent effectivement de montrer un petit peu la diversité des projets. Sur ce premier projet, donc c'est plutôt un projet bâtimentaire, on va dire, à l'échelle d'un bâtiment. Donc là, l'idée, c'était de rénover un parc de bâtiments administratifs en hébergements sociaux. Donc en l'occurrence, je crois que c'est un foyer de jeunes travailleurs. Donc l'idée, c'était de travailler déjà évidemment sur l'enveloppe du bâtiment, puisque avant de penser système, il faut penser déjà enveloppe du bâtiment. Donc il y a eu un gros travail de fait sur la performance de l'enveloppe, par l'isolation notamment. Et puis dès lors, après, on a travaillé sur les systèmes et sur ce projet-là, donc il y a eu l'implantation d'unités de production photovoltaïque pour la production d'électricité, voilà. Et puis également de production solaire pour la production d'eau chaude sanitaire. Alors la particularité de ce projet-là, elle est multiple. Déjà, il y a des notions d'autoconsommation individuelle, puisque individuellement, les bâtiments peuvent consommer leur propre énergie. Et puis également, comme les bâtiments font partie d'un même complexe, ils peuvent également partager l'énergie entre les bâtiments, donc entre différents points de livraison. Voilà. Donc, il y a cette première notion-là. Il y a un pilotage, évidemment, de cette autoconsommation collective qui est faite par des systèmes plus ou moins sophistiqués. Et puis, il y a aussi cette notion de production d'eau chaude sanitaire qui permet aussi de maximiser l'autoconsommation. Pourquoi? Parce que la production photovoltaïque est maximum en journée, lorsque le soleil est en point haut, mais les consommations ne sont pas forcément également maximum à ce moment-là. D'où l'idée d'utiliser l'énergie électrique pour chauffer l'eau chaude. Donc les cumulus d'eau chaude servent finalement de stockage de l'énergie et pourraient être restitués à d'autres moments de la journée, par l'utilisation de cette eau chaude. Voilà. Et puis le dernier aspect intéressant de ce projet-là, évidemment, c'est l'implication des occupants dans la gestion et dans les consommations d'énergie, avec un système communicant à travers une plateforme qui permet d'informer les usagers sur les consommations et d'influer de ce fait sur leur comportement et leurs usages, voilà, à des fins évidemment de sobriété énergétique. Donc ça, c'était un exemple bâtimentaire. Voici un exemple à une échelle un peu plus grande d'un quartier. Donc là, on est sur la commune de Nanterre. C'est un projet qui a embarqué à la fois la commune et l'université de Nanterre. Donc c'est un projet qui traite à la fois de l'autoconsommation collective d'électricité, donc produite localement par des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments et également au sol sous forme de tracker. On a aussi sur ce projet-là de l'autoconsommation d'énergie thermique, voilà. Donc les bâtiments sont raccordés à un réseau de chaleur, qui lui-même est raccordé à une unité de production de chaleur. Et tout ça est piloté de manière intelligente, de manière à pouvoir aussi optimiser la production et puis la consommation des bâtiments. Donc là, on est sur un projet, on va dire, multi-énergie dans ce cas-là. Et puis, la particularité aussi de ce projet-là, c'est un petit peu trop rapide, si on peut revenir juste en arrière, merci. La particularité aussi de ce projet-là, c'est qu'il intègre au niveau production ENR, de la géothermie, de l'aérothermie, de la biomasse et de la valorisation de chaleur fatale. Voilà. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que les projets Smart Grid et la notion de Smart Grid ne s'arrêtait pas au simple domaine de l'électricité, on voit donc effectivement sur ce projet-là qu'on peut aborder tous ces sujets-là. Tous ces systèmes-là interagissent entre eux de manière à pouvoir fonctionner de manière optimale. Voilà. Si on peut passer à la diapo suivante. Alors peut-être prendre quelques questions avant de présenter Smart Grid Grand Est. Si
Amélie ou Hélène ont recueilli quelques questions? Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions sur votre introduction générale. Oui, pas de Donc, réaction non plus. non, pas de réaction. Donc, Ok, si vous voulez continuer. très bien. C'est que ça semble clair. Voilà, donc je vais vous présenter à présent effectivement cette initiative à l'échelle du Grand Est qui s'appelle Smart Grid Grand Est, dont je suis donc l'animateur. Smart Grid Grand Est est né en fait voilà, du constat que les réseaux intelligents sont un maillon important de la transition énergétique et qu'en Grand Est, ben, on a constaté un retard de développement de ces projets-là. Alors pourquoi un retard? Tout simplement parce qu'il y a des régions de France qui sont un peu plus en avance sur ce sujet-là, dans la mesure où, comme par exemple en Bretagne, Pays de la Loire, il y a un système électrique notamment qui est un petit peu particulier, une sorte d'îlotage énergétique qui fait que ces territoires ont dû trouver rapidement des solutions pour sécuriser leur approvisionnement énergétique et également pour pouvoir accélérer le développement des ENR et des ENR décentralisés. Voilà. Alors, partie de ce constat-là, effectivement, un consortium s'est constitué pour essayer de travailler sur ce sujet-là. Voilà, donc est né le Smart Grid Grand Est. À l'initiative, le pôle fibre énergie et également le pôle véhicule du futur, mais également une dizaine d'entreprises régionales et locales, avec une envergure aussi nationale dans certains cas. Donc, des entreprises, un cabinet d'avocats spécialisé justement sur les projets d'énergie renouvelable, d'autres acteurs de la recherche et de l'innovation. Évidemment, l'idée, c'est d'être aussi d'être en veille de nouvelles technologies, de nouvelles solutions qui permettraient le développement et l'accélération de la transition énergétique. Donc là, je cite notamment l'Université de Haute-Alsace et l'Université de Lorraine et d'autres institutions voilà, locales ou régionales. Alors, il faut savoir que cette initiative est soutenue par la région Grand Est, donc qui finance en grande partie ce programme. Le reste des financements vient effectivement des membres de ce club sous forme de cotisation. Voilà. Nous avons aussi donc dans ce consortium la CCI Grand Est, que je n'ai pas cité, évidemment l'ADEME qui nous épaule sur un certain nombre de sujets. Et chacun de ces membres apporte son expertise, ses compétences dans son domaine, afin de pouvoir apporter l'information nécessaire auprès des collectivités. Voilà. D'où voilà, j'en arrive à la mission de Smart Grid Grand Est, qui est effectivement d'informer, de sensibiliser et d'acculturer aussi quelque part les collectivités à cette nouvelle notion de réseau intelligent, afin qu'ils s'engagent dans une démarche vertueuse, voilà, de déploiement des ENR. Donc ça, c'est vraiment la vocation de Smart Grid Grand Est. Alors, il y a un deuxième objectif, c'est aussi de faire monter en compétence une filière qui va des industriels, des offreurs de solutions jusqu'aux collectivités qui ont besoin aussi de monter en compétence sur ces sujets-là, en passant aussi par la formation d'une main-d'œuvre spécialisée, puisque en fait, c'est bien beau de vouloir développer ces nouvelles notions, mais il faut aussi avoir des bras et des têtes pour pouvoir les mettre en œuvre. Voilà. Donc, il y a aussi un objectif important, effectivement, de monter en compétence de toute cette filière. Et puis, la région Grand Est nous a missionné à travers cette démarche pour accélérer
la décarbonation du territoire. Donc ça, c'est un objectif concret qui nous a été donné. Et puis travailler aussi sur la sobriété, parce qu'en fait, la sobriété aussi est un levier important de réduction des consommations et de production des gaz à effet de serre. Voilà. Smart Grid Grand Est aborde donc un certain nombre de sujets qu'on a déjà un petit peu parcourus dans le début de cette présentation, à différentes échelles. Donc le bâtiment donc intelligent et la Smart City, donc les villes intelligentes. Donc ça, c'est un premier gros volet, on va dire. Évidemment, on est sur les thématiques aussi de la donnée et du numérique, hein, puisqu'en fait, la technologie des réseaux intelligents se base et s'appuie essentiellement sur ces technologies qu'on appelle les NTIC, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est ça. Le deuxième volet, c'est la production décentralisée d'énergie. Évidemment, aujourd'hui, les bâtiments et les quartiers, et les villes et les territoires peuvent accueillir des unités de production d'énergie, qu'elles soient éoliennes, qu'elles soient photovoltaïques, qu'elles soient hydrauliques, ou qu'elles soient aussi géothermiques. Voilà, il y a tout un ensemble de potentiels qu'il faut essayer d'explorer et d'exploiter. Et les réseaux intelligents permettent leur raccordement aux réseaux de distribution publics, notamment, et puis aussi le pilotage de ces infrastructures-là à des fins d'optimisation. Le troisième volet, c'est la mobilité durable, que j'ai un petit peu moins évoqué, mais effectivement, qui dit bâtiment, qui dit quartier, qui dit ville, dit aussi mobilité. Donc, c'est un sujet qu'on aborde volontiers à travers différentes thématiques. Alors, il y a évidemment la thématique de la mobilité électrique avec les bornes de rechargement, le déploiement de bornes de rechargement, mais pas que. Il y a aussi le thème des biogaz, du gaz naturel, et puis aussi de l'hydrogène. Voilà, donc vous voyez, on part d'un sujet qui paraît être assez précis, être une sorte de niche, mais finalement, quand on y regarde bien, le sujet est extrêmement large en fonction de l'échelle à laquelle on aborde le sujet. Voilà, pour la diapo suivante. Alors, donc Smart Grid Grand Est propose donc un parcours d'accompagnement. Alors, en amont, évidemment, des projets, parce que notre vocation est d'intervenir le plus en amont possible pour essayer d'orienter les stratégies et les programmes vers ces solutions-là. Donc, on a vocation à déjà sensibiliser, informer sur ce que sont les smart grids et les réseaux intelligents, sur ce qu'ils peuvent apporter, et puis essayer de voir dans les stratégies des collectivités, lorsqu'elles sont déjà établies ou en cours, comment on peut intégrer effectivement ces notions-là à leur programmation, à leur projet. On peut aussi contribuer, dans certains cas, à l'élaboration de stratégies en apportant effectivement des briques techniques, des briques juridiques, ou des briques, on va dire, des briques stratégiques à cette démarche. Par exemple, concrètement, Smart Grid Grand Est participe à des réunions de concertation dans le cadre d'élaboration de PCAET, qui sont aujourd'hui en développement dans pas mal de collectivités. Et puis la dernière étape de notre accompagnement, évidemment, dès lors qu'il y a un sujet qui est clairement identifié, c'est d'apporter toutes les informations, notamment en termes d'accompagnement financier ou technique sur ces projets-là. Et c'est aussi de présenter des solutions face à des problématiques ou des volontés, de présenter des solutions, un catalogue de solutions techniques, si possible locales. Voilà. Donc, on essaie de présenter des solutions qui sont développées et proposées sur notre territoire, à des fins aussi d'économie locale. Parce que c'est aussi un des objectifs de cette mission Smart Grid, c'est de développer aussi l'économie à notre échelle. Voilà. Et puis, pour terminer, donc il reste, je crois, 2 slides. Donc là, c'est un petit peu le processus, comment on fonctionne. Donc, je prends contact généralement avec les collectivités.
plus souvent en contact avec les techniciens des collectivités dans un premier temps pour essayer d'expliquer la démarche, de montrer quel est l'intérêt de notre intervention. Ensuite, je propose un questionnaire pour essayer d'identifier des sujets qui seraient intéressants pour les collectivités, essayer de remonter aussi des informations sur des projets qui auraient déjà eu, qui seraient déjà identifiés ou qui seraient déjà en cours, de manière à préparer une rencontre. Cette fois-ci, en général, donc j'ai l'occasion de me déplacer pour aller rencontrer directement les collectivités, qu'ils soient élus ou techniciens, pour approfondir les sujets qui auront été identifiés dans ce questionnaire. Voilà, et dès lors qu'il y a un projet qui commence à émerger, et ben, l'étape suivante, c'est d'apporter effectivement, encore une fois, une vision, d'apporter des idées pour essayer de dessiner les contours d'un projet dans lequel intégrerait effectivement ces technologies des réseaux intelligents. Toujours effectivement avec la volonté de rendre plus sobre et plus propre les énergies. Voilà. Voilà ce qu'on apporte. Alors, chose importante, c'est que Smart Grid Grand Est n'a pas vocation à aller sur le champ concurrentiel. Nous ne sommes pas un bureau d'études. Nous sommes là simplement pour apporter de l'information, pour essayer de faire avancer et d'accélérer la transition énergétique des territoires. Nous avons plutôt vocation à être tiers de confiance. Nous n'avons rien à vendre. Et la démarche Smart Grid Grand Est étant financée intégralement, évidemment, il n'en coûtera rien aux collectivités de notre action. Oui, donc la dernière diapo concerne un petit peu le phasage en amont des projets Smart Grid. En général, voilà, 3 à 6 mois pour la prise de contact et établir une relation un peu plus régulière avec les collectivités. Il faut déjà évidemment se faire connaître, expliquer le sujet, montrer l'intérêt, et puis pour pouvoir déclencher un rendez-vous avec cette fois-ci les décideurs des collectivités, qu'ils soient élus ou techniciens. Donc cette deuxième phase, comme je l'avais indiqué, permet de valider un sujet ou des sujets qui seraient à creuser ou à accompagner. Et puis, s'ensuit un ensemble d'échanges et d'approfondissements. Donc là, entre 3 et 6 mois, encore une fois, c'est des échelles de temps, c'est pour donner une idée. Le temps d'expliquer, de trouver des solutions, de les présenter, d'adapter, etc. D'explorer aussi les volets juridiques, puisqu'il y a quand même une juridiction qui est assez spécifique si on parle d'énergie. Encore une fois, si je prends l'exemple de l'autoconsommation collective, il y a des notions juridiques très précises qui font qu'on ne peut pas monter un projet comme ça de manière un petit peu aléatoire. Et puis enfin, donc la phase projet terrain, concrétisation. Donc là, nous, dès lors que le projet est dessiné, que les marchés sont lancés, on se met en recul, on observe effectivement les projets de loin, mais on n'a plus vocation à intervenir sur le projet en lui-même. Alors, 1 ou 2 ans, effectivement, c'est en moyenne et c'est pour une phase d'un projet, parce que sur un projet Smart Grid, il peut y avoir différentes effectivement, phases de projet. Ça peut commencer tout simplement par la mise en place d'un système ou d'une unité de production énergétique. Et puis derrière, il peut y avoir toute une déclinaison d'autres projets qui viennent se raccorder à ce projet-là. Voilà, donc on peut imaginer du stockage, on peut imaginer du raccordement de bornes de véhicules électriques, par exemple. C'est assez étendu, tout est possible, mais il faut le faire évidemment avec le plus de pragmatisme possible, et puis surtout en essayant d'avoir une vision la plus lointaine possible.
parce que les choix d'aujourd'hui seront effectivement importants et cruciaux pour demain. Et donc, de ce fait, Smart Grid Grand Est a aussi un rôle important à jouer sur éclairer, voilà, sur voilà, donner une vision la plus lointaine possible pour que ces choix soient pertinents. Je crois que j'arrive à la fin de cette présentation. Est-ce qu'il y a donc des remarques ou des questions? Je rends la parole à Hélène et Amélie. Oui, merci Cyprien. Si vous voulez, voilà, là, on a une petite séquence. Si vous avez des questions ou peut-être des choses qui n'étaient pas claires, Cyprien, dans le chat, ça nous a été demandé de redire qu'est-ce que ça voulait dire Smart Grid. Donc, on s'est permis d'écrire que ça voulait oui, si on dire. traduit littéralement, effectivement, c'est des réseaux intelligents. Voilà, réseaux intelligents d'énergie, du coup, en l'occurrence. C'est un terme effectivement anglais qui vient de l'Atlantique. Mais aujourd'hui, il a, on va dire, une symbolique, une valeur bien au-delà, puisque dans les smart grids, on englobe toutes les énergies, comme je l'ai précisé, donc les réseaux d'énergie intelligents. Et puis, les smart grids apportent, comme on l'a vu sur le schéma des collectivités, apportent bien plus que des réponses techniques. Ils apportent aussi des réponses en termes social, en termes de stratégie territoriale. Voilà, il y a ces multiples facettes, en fait, les projets Smart Grid. Donc, c'est effectivement un sujet à part entière dorénavant. Je ne sais pas si vous avez des questions, des besoins de précision. Vous pouvez, comme on est dans un format avec un nombre correct de participants, vous pouvez directement activer vos micros et poser vos questions ou faire vos remarques ou alors utiliser le chat. Parmi les collectivités qui seraient présentes aujourd'hui, est-ce que c'est des sujets que vous connaissiez, que vous aviez déjà abordés et qui éventuellement vous souhaiteriez creuser? Moi, j'ai vu qu'il y avait plusieurs collectivités, je pense. J'ai vu le PNR de Lorraine, j'ai vu la ville de Vendôme-les-Nancy aussi, PETR Bruche Musique. Voilà, si vous souhaitez intervenir pour nous donner aussi peut-être un retour sur votre vision des choses. Oui, du coup, je veux bien intervenir. Je suis Jean-Marc Gaulard, je suis chargé de mission énergie au PNR Lorraine. Moi, je viens en fait. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Nous, on a sur notre territoire, je pense comme on est quand même principalement en zone rurale, mais aussi en zone périurbaine, des projets d'autoconsommation collective. C'est des sujets, on va dire, plutôt émergents. Pour être tout à fait sincère, y compris, vous l'avez évoqué, il n'y a pas que l'électricité. On a beaucoup aussi d'unités de méthanisation en fonctionnement sur notre territoire. On a beaucoup de réflexions autour de la valorisation de ce gaz en local. Et là, on est vraiment sur des boucles locales et des réseaux intelligents. Donc, moi, je viens pour m'acculturer aussi à ce sujet qui, comme je vous disais, est un peu nouveau. Et merci pour la présentation. Mais effectivement, nous, on n'a pas de projet concret là qu'on suit à ce jour, en fait. Très bien. En tout cas, il y a déjà une réflexion, il y a un intérêt pour la thématique. Et pas hésiter à nous solliciter si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche. Vous évoquiez effectivement les unités de méthanisation. Il y a plusieurs collectivités qui s'intéressent aujourd'hui à la valorisation des bouts d'unités de traitement des eaux usées donc par de la méthanisation notamment.
et avec notion d'autoconsommation collective de ce gaz, de ce biogaz. Voilà. Mais c'est un sujet dont on est au tout début, puisque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la loi d'accélération des ENR prévoit dorénavant la possibilité d'autoconsommation collective de biogaz. Par contre, nous sommes en attente des décrets d'application qui fixeront, par exemple, le périmètre géographique de tel projet. Voilà. Donc, on est un petit peu sur le qui-vive, on est dans l'attente, mais on sent bien déjà qu'il y a des envies, des volontés d'aller dans ce sens-là. Alors, Monsieur Chavroul, maire de Sonpuy, un petit village de 300 habitants dans la Marne. Bonjour, Monsieur Sonpuy. Voilà. Donc, on a un développeur éolien qui nous a proposé un projet de 7 éoliennes et on réfléchit avec lui au fait de faire aussi de l'agrophotovoltaïsme sur 7 hectares qui appartiennent à la commune. Oui. Et on aimerait aussi éventuellement faire de l'autoconsommation collective parce qu'on aimerait bien qu'il y ait aussi un retour un peu pour les habitants, parce que les habitants, à part voir qu'il y a des éoliennes qui n'embellissent pas forcément le paysage, ils ne voient pas forcément l'intérêt pas forcément l'intérêt des éoliennes si près de chez eux, quoi. Donc voilà, notre développeur éolien doit nous présenter vendredi un projet sur l'agrophotovoltaïsme. Bon, je lui ai parlé d'autoconsommation collective, mais il n'a pas l'air tout à fait branché sur le sujet. Donc voilà, je ne sais pas si ce serait intéressant éventuellement qu'on se rencontre et que vous interveniez auprès de lui, ou des choses comme ça. Quel est le rôle de la commune par rapport à ce projet-là? C'est simplement foncier ou ça va au-delà? Vous avez quand même un rôle dans la gouvernance du projet? Alors, pour l'instant, c'est vraiment au niveau de la réflexion. Ah, d'accord. Nous, on fournit les 7 hectares, éventuellement. Et lui, après, il développe éventuellement le projet d'agrophotovoltaïsme. Et bon, on voudrait aussi essayer de faire de l'autoconsommation. Alors, on a éventuellement un deuxième terrain qui est une sorte de friche où on pourrait peut-être aussi mettre du panneau photovoltaïque pour faire de l'autoconsommation. Enfin, c'est à penser. Bon, on voulait justement peut-être faire des essais de véhicules électriques en partage, enfin en autopartage, tout ça. Mais voilà. Mais alors, par contre, il y a une chose, je ne suis pas tout à fait au clair sur ce que vous avez expliqué. J'ai l'impression que le smart grid, c'est aussi beaucoup la gestion peut-être informatique un peu des différents éléments. Enfin, là, je ne vois pas trop ce qu'il en est. J'ai peut-être pas. Oui, effectivement, le numérique a une place importante puisque c'est grâce au numérique qu'on va pouvoir collecter de la donnée, l'exploiter et derrière en déclencher des actions. Alors, c'est des actions qui peuvent, concrètement, sur un bâtiment, ça peut être des actions sur l'extinction, l'allumage d'éclairage, déclenchement de ventilation. À d'autres échelles, ça peut être sur du pilotage. On avait évoqué le stockage, voilà, par exemple, en fonction de données météo sur de la production de photovoltaïque, on peut orienter la production vers du stockage et du coup, de ce fait, optimiser la production énergétique. Effectivement, vous avez tout à fait raison. On va dire le trait d'union entre tous les sujets que j'ai évoqués, c'est la donnée, c'est le numérique. Autoconsommation aujourd'hui collective, elle est possible que si on a des compteurs communicants qui permettent justement de faire un partage et un comptage précis des consommations de chaque point de livraison. Voilà. Donc, ça, c'est le cas, on a les nouveaux compteurs Linky au niveau de la commune. Voilà, donc ça, on va dire c'est le point de départ, c'est indispensable, effectivement. Et moi, j'ai une interrogation quand même, parce que notre développeur éolien veut bien y réfléchir, mais j'ai l'impression que c'est un peu une danseuse pour nous faire plaisir. Je m'interroge sur la rentabilité éventuellement économique de ce genre de projet pour une petite commune comme nous. Enfin, est-ce que c'est… Effectivement, ça c'est évalué en fonction de l'importance du projet, de qui est impliqué dans ce projet-là, du montant des investissements, etc. Il y a tout un panorama à explorer. Mais en tout cas, si vous souhaitez qu'on commence à en discuter simplement pour que nous, on vous apporte des outils de compréhension, des clés de compréhension, de manière à pouvoir parler le même langage avec ces développeurs qui vous sollicitent. Donc, n'hésitez pas. Nous, on est sur un développeur, parce que on a quelqu'un il a déjà déposé le projet en préfecture, quoi. D'accord, il y a déjà effectivement. Oui, du point de vue éolien, c'est plus qu'en réflexion, c'est déjà. Oui, c'est déjà bien mûri, j'imagine.
En tout cas, oui, on peut discuter de comment on pourrait envisager l'autoconsommation. Après, bon, derrière, il y a évidemment des notions économiques, hein, vous vous en doutez. Est-ce que concrètement, pour le développeur, c'est plus intéressant de revendre l'énergie euh, à, à travers un marché enfin, une offre de marché, ou est-ce que c'est plus intéressant d'en faire profiter les consommateurs à proximité? Voilà, derrière, il y a quand même voilà, une réflexion économique à mener. Mais en tout cas, volontiers, si vous souhaitez qu'on aborde ce sujet-là, pour voir dans quelle mesure ça peut être réalisable, euh, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci. Et Hélène qui lève la main. Hélène, si tu veux prendre la parole. Oui, je voulais compléter les propos de Cyprien en indiquant à Monsieur Chavroux qu'il peut aussi être accompagné par le réseau Les Générateurs en Grand Est, qui est un réseau financé dans le cadre de Climaction, qui appuie les communes et les élus dans les projets de développement du photovoltaïque et de l'éolien avec des conseils techniques et financiers. Et donc, enfin, ces personnes, ces conseillers techniques peuvent aussi être un peu intermédiaires entre vous et le développeur pour vous aider à appuyer certaines demandes ou à analyser certaines parties de faisabilité. Donc, je vais mettre les contacts de l'interlocuteur qui est à la LE des Ardennes, mais qui se Oui. déplace et qui rayonne sur toute la Champagne-Ardenne. Ben, on a reçu une invitation là, pour une réunion à Brienne-le-Château dans pas longtemps. Donc, j'ai Ok. noté ça. Et Voilà. ben voilà, vous allez pouvoir les rencontrer et c'est vraiment leur mission d'appuyer les élus des communes sur ce type de besoin et c'est tout à fait complémentaire de l'intervention de Smart Grid qui est peut-être un peu plus dans l'aval et ensuite dans le pilotage des solutions qui Ah auront oui, été choisies. complètement, effectivement. Parce qu'en fait, les générateurs oui, accompagnent les projets dans la phase aussi de développement, je crois. On ne va pas dire de bêtises, mais ce qui n'est pas notre cas. Oui, tout à fait. C'est des interventions complémentaires. Ouais. Voilà, bah, je vous remercie en tout cas pour ces témoignages et ces questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, bah, je rends la main à Hélène et Amélie, peut-être pour accueillir nos intervenants bretons. Oui, et ben ils arrivent d'ici 2 petites minutes. Donc, ça permet de faire une transition pour pouvoir vous transmettre le support de la présentation. Hélène vous met dans le chat un petit formulaire qu'on vous invite à compléter pour recueillir vos adresses mail. Et comme ça, on pourra vous envoyer le support de la présentation à l'issue de ce webinaire et ensuite le lien pour pouvoir le revisionner si vous souhaitez. Donc, vous pouvez prendre maintenant, ouvrir le lien qui est dans le chat et prendre le temps de remplir votre adresse mail. Comme ça, ce sera fait et ça va laisser le temps à nos intervenants bretons de se connecter. Amélie et Hélène, il y a une erreur de formulaire. A priori, quand on clique sur le lien, ça nous envoie sur une page d'erreur. Oups. Ah mince. Ok, bah, je vais refaire. Alors, Monsieur Soncuit, mais d'autres collectivités, vous serez certainement très intéressés par ce témoignage parce que c'est effectivement le cas d'un projet, on va dire rural, quoi, dans la ruralité, et qui correspond quand même à beaucoup de nos collectivités en Grand Est, en fait. Donc, c'est un sujet qui sera certainement très parlant pour pas mal de collectivités du territoire. On vous a remis le lien dans le chat. Normalement, ça fonctionne. Ouais, ça marche.
Merci pour vos réponses. Et puis, j'en profite pour vous dire qu'à l'issue de ce webinaire, on vous enverra, avant de quitter le Zoom, on vous enverra un lien avec une enquête de satisfaction pour avoir vos retours sur ce webinaire, à la fois sur le contenu, le format. Ça nous permet aussi de pouvoir prendre connaissance de vos besoins, de vos retours pour améliorer ces webinaires. Donc, on vous l'enverra à la fin. Et voyant que nos intervenants suivants arrivent, si vous voulez faire une mini pause, prendre un petit café, ou voilà, vous quitter un peu l'écran, on peut se dire qu'on se retrouve à 11h10. Ah bah voilà, Pierre, mais on leur laisser le temps d'arriver. On reprendra à 11h10. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, je me suis fait attendre. Non, Et du non. coup, c'est pas grave. Du coup, on a donné rendez-vous à tout le monde à 11h10. Là, Ok. on prend un petit café, on vous laisse le temps d'arriver. Ouais, super. Bah, désolé en tout cas, mais bon, je viens de Bretagne, alors il y avait un peu de route. Bah oui, on comprend. On va aller trouver la salle. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, je suis déçu de ne pas avoir entendu toute la première partie là sur les smart grids. Mais Mais il y aura le replay, Pierre, si vous souhaitez en profiter. ah bah super. D'ailleurs, le lien est dans le chat. Je ne sais pas si vous y avez accès. Alors, je Est-ce que vous avez regarde. accès à l'historique du chat? Donc, il y a un lien sous forme d'un Google Form, enfin d'un formulaire en ligne. Il indiquait vos coordonnées, votre adresse mail, et du coup, la vidéo sera envoyée. C'est ça, hein, Amélie, je ne me trompe pas. Oui, le support et le lien pour accéder à la visio ensuite. Mais Pierre, on a vos coordonnées, donc Ouais, super. on va vous les transmettre. Donc, Pierre, vous êtes accompagné pour pour ce retour d'expérience? Non, je serai tout seul ce matin là. D'accord. Quel temps fait-il en Bretagne? Eh ben, assez nuageux, mais c'est peut-être le début du printemps quand même. Ah bah, C'est j'espère, parce qu'on va arriver en été, là. ouais, c'est clair. Mais nous, le printemps s'est fait attendre là cette année là. Ouais, je crois que c'est général. Pierre, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse. Est-ce que je partage les slides ou vous préférez le faire vous-même? Alors, en tout cas, là, j'ai repris la présentation. Bah, limite, je peux le faire, hein. Je vais regarder, ça fait longtemps que j'ai utilisé Teams. Tac, 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 partager l'écran. Ça a l'air de marcher. Si je fais ça, ça marche chez vous? Oui. Il faut faire plein écran, mais c'est parfait. Sur diaporama, oui. Là, ça marche? Oui. Ah bah, je vous entends plus. Mince. Je vous propose qu'on reprenne. Il est 11h10, donc tout le monde doit être revenu. Merci Pierre de nous rejoindre.
Je vous laisse vous Vous m'entendez? présenter et introduire cette séquence. On vous entend bien, oui. Vous ne nous entendez pas, Pierre? Ah bah, au moins vous m'entendez. Je ne sais pas pourquoi j'entends plus. Bon, je vais quitter revenir et je lance l'appli. Nous, on vous entend bien, hein. Alors, Est-ce que vous nous entendez? vous m'entendez toujours? Je suis Oui. revenu. Ah bah ça y est, je vous entends. Ok, bon, nickel. Je partage l'écran et c'est parti. Tac. Alors bonjour à tous. Si tout le monde est revenu de la petite pause. Donc nous, l'idée, c'est de vous partager un petit retour d'expérience qui s'est passé à Langouette, en Bretagne. Alors pour me présenter, moi je suis Pierre Moal et je suis le responsable du pôle photovoltaïque chez Energive. Je touche un petit mot rapide, mais c'est pas le but de la présentation. Energive, c'est une société d'économie mixte. Donc, je ne sais pas si vous en avez sur votre territoire, mais c'est une société qui est majoritairement publique, mais qui a un statut privé. Et l'objet d'Energive, c'est de massifier les énergies renouvelables sur le département d'Ille-et-Vilaine. Donc, on est une société qui porte des développements de projets, porte l'investissement de projets et l'exploitation après d'ouvrages. Donc, notamment, si je mets ça sur le photovoltaïque, en photovoltaïque, on développe les projets, donc on fait tout ce qu'il faut pour que le projet soit faisable, on construit les centrales et après on les exploite. Donc, on les maintient et on valorise la production d'énergie pendant la durée d'amortissement de l'ouvrage. On fait des centrales au sol sur des terrains dégradés, des friches ou des anciennes décharges. On fait des centrales sur des toitures de bâtiments ou sur des parkings. Donc voilà, c'est un petit peu classique chez les producteurs indépendants photovoltaïques. On peut appeler notre métier comme ça. Voilà, et donc une fois qu'on a des centrales, on cherche le moyen de valoriser la production. Donc comment est-ce qu'on vend l'électricité de nos centrales? Et on a eu quelques projets expérimentaux qui commencent à se massifier aujourd'hui, notamment en autoconsommation collective. Un terme qui doit vous parler aujourd'hui. On a proposé de présenter ce retour d'expérience-là sur les smart grids. Est-ce que c'était le tout début de l'autoconsommation collective? Je crois qu'on devait faire partie des 10 premiers projets en France. Donc là, on était vraiment dans le smart grid, hein, donc la façon dont on l'entend, c'est-à-dire d'aller cogiter à plusieurs sur la meilleure manière de faire un réseau. Donc cogiter pour rendre déjà le projet intelligent et puis après le côté smart grid, c'est aussi d'utiliser
ce qui a été conçu dans la réglementation et les équipements techniques, notamment le compteur Linky, pour faire un projet local intelligent. Voilà, donc pour rentrer un petit peu dans le projet, donc pour que vous nous situiez aussi, la Bretagne, j'imagine que tout le monde situe. Langouette, c'est un petit village de 600 habitants qui est au nord de Rennes. Et donc voilà, c'est vraiment donc euh, en, en zone rurale hein, d'Ille-et-Vilaine, et c'est un tout petit village parce on compte à peu près 600 habitants. Là où l'historique du projet a de l'intérêt, c'est que c'est un projet qui a été initié par la commune. C'est-à-dire qu'il y a eu un souhait du conseil municipal de Langouette, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais ça aurait été intéressant qu'il vous partage aussi ce retour d'expérience. Ils ont eu le projet de mettre en place des ateliers qui s'appelaient Cradle to Cradle, donc ils étaient accompagnés par un bureau d'études pour faire ça. Cradle to Cradle, pour les anglophones comme moi, c'est du berceau au berceau. Donc c'est vraiment l'idée du circulaire. Et donc le bureau d'études a encadré plusieurs ateliers pour faire réfléchir les habitants de la commune sur plusieurs thématiques, comment bouger, comment se loger, comment manger et comment consommer, ou en tout cas quelle démarche avoir auprès de la production et la consommation d'énergie. Donc de ces ateliers-là a débouché tout un tas de projets concrets, notamment sur l'alimentation. Ils ont fait un petit jardin partagé, et un poulailler partagé. Sur le sujet de la mobilité, ils ont mis en place un véhicule partagé électrique avec tout un système d'application smartphone pour réserver son véhicule. Et sur la production d'énergie, le souhait des habitants, c'était d'avoir une production locale à se partager localement sur la commune. Donc c'est à ce moment-là donc Énergie est arrivé dans le projet. Est-ce que la commune avait le souhait du coup de monter ce projet souhaité par les habitants, mais n'avait pas nécessairement la capacité d'investissement. Et voilà, là, en 2017, je crois que le Code de l'énergie qui a initié l'autoconsommation collective, c'était à peu près cette période-là aussi. Donc voilà, il y avait un petit peu comprendre comment jouer avec cette nouvelle réglementation. Ce qui a été assez rapidement défini, c'est la localisation de l'unité de production. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, sur toutes les toitures de Langouette, toutes les toitures exploitables communales, il y avait déjà des équipements solaires mis en place. Le seul emplacement public restant, c'était sur la petite place du village, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas juste à côté de la mairie et de l'école que vous voyez sur la gauche de mon écran. Donc assez rapidement, l'idée c'était de mettre une unité de production ici. Pour que l'unité de production produise le plus, on a fait le choix technique de mettre en place un tracker. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais j'imagine que oui. Le système, en tout cas, est simple. C'est un champ photovoltaïque qui est sur un mât et qui est motorisé et qui va suivre la course du soleil. Voilà, un peu à l'instar d'un tournesol, on va avoir voilà, les panneaux solaires qui suivent la course du soleil. On a le souhait du coup était de se partager de l'énergie. Donc on va avoir un réseau local, donc qui est vraiment dans la parcelle communale et qui va venir se connecter sur le réseau interne qui alimente le bâtiment, et utiliser après en jaune le réseau public pour aller le distribuer plus largement aux habitants qui souhaitaient faire partie de l'opération. Donc voilà, vous avez l'image réalisée. Le tracker, il a été mis en service en 2021 maintenant. L'idée de la boucle est relativement simple. Donc on a l'équipement tracker dont l'investissement, la conception, la construction a été porté par Energive, qui est relié directement en autoconsommation individuelle à l'école.
passe par le compteur Linky et utilise le réseau public pour distribuer de l'électricité à plusieurs consommateurs qui souhaitaient faire partie de l'aventure. Donc, les électrons allant au plus court, physiquement, le tracker, il va distribuer vraiment proximité dans le centre-bourg. Là, on va utiliser ce qu'on appelle un petit peu de l'autoconsommation virtuelle, c'est-à-dire qu'on va affecter la production du tracker sur des compteurs de consommation des personnes participant au projet. Donc, si je rentre un petit peu dans le concret, hein, par exemple, pour l'exemple de mon consommateur numéro 3, il va avoir une courbe de charge qui est comptée par son Linky. Et nous, on va lui affecter quotidiennement une partie de la production du tracker. Bon, ça, c'est les grands principes de l'autoconsommation collective. L'idée, ce n'était pas forcément de rentrer là-dedans, mais plus de vous expliquer en grande ligne le projet pour que ça puisse évoquer des idées ou susciter des débats après la présentation. Là où on parle aussi de smart grid, c'est que du coup, pour se distribuer des kilowattheures, il faut des règles, il faut une organisation. Et pour ça, le code de l'énergie définit la personne morale organisatrice. Donc, en fait, ça va être une entité qui organise l'opération. Voilà, et Enedis, lui, il n'a pas envie de discuter avec nous, producteurs, et les quinzaines de consommateurs. Donc, il veut parler à une entité qui organise toute cette opération. Le choix qui a été fait sur la commune de Langouette, c'est de créer une association. Donc, c'est une association qui est présidée par les habitants de la commune et qui font justement les choix de comment est-ce qu'on se distribue cette production issue du tracker. Donc, il y a eu des premières AG assez riches, parce qu'on a vu un petit peu tout le monde monter en compétences sur le sujet. Là, aujourd'hui, c'était en 2017, pour toutes les personnes participant à l'opération, c'était clair, j'appuie sur un bouton, j'ai ma lumière qui s'allume. Comment ça se passe derrière, on ne sait pas trop. Linky, on entendait tout ou rien sur le sujet. Et on a vu vraiment la montée en compétence sur qu'est-ce que c'est qu'une unité de production, comment est-ce que ça utilise le réseau, pourquoi l'importance d'avoir un réseau équilibré, etc., etc. Donc maintenant, dans les 10 habitants qui avaient chacun leur métier, aujourd'hui, on a 10 experts réseau et énergie renouvelable. Donc, il y a eu tout un tas d'ateliers qui ont été mis en place pour définir quelles règles on met en place pour se distribuer l'énergie. Des règles qui ont fini par devenir des algorithmes, en fait, pour essayer d'automatiser tout ça. Et voilà, donc le choix qui a été fait par les consommateurs de Langouette, c'est un choix de priorité. Donc, ils ont défini tout un tas de critères. Il y a eu un échelle de priorité. Donc, la priorité 1, on va leur distribuer un maximum d'énergie. Priorité 2, on va leur distribuer l'énergie restante qui n'a pas été consommée par la priorité 1, etc., etc. Et donc, les critères vont de est-ce qu'ils travaillent sur la commune jusqu'à leur niveau de ressources. Et puis après, à chaque AG, il y a des nouvelles clés de répartition qui sont inventées par ce petit groupe de travail. Voilà, donc en tout cas, en termes de là, ce graphe-là image aussi un petit peu le montage juridique autour de tout ça. C'est-à-dire que l'association signe une convention avec Enedis. Et le but du jeu, c'est tous les mois, Enedis envoie des fichiers Excel avec toutes les données de consommation par pas de temps d'une demi-heure. L'association gère ces données-là et dit, bon, là, sur les 10 kW de produits à telle heure, je vais donner 1 kW à Monsieur Durand, 1 kW à Madame Dupont, et retransmet ces données dispatchées à Enedis. Enedis, à la fin du mois, va prévenir tous les fournisseurs, attention, sur la facture de Monsieur Durand, il y a 20 kWh que vous ne devez pas facturer, car ils ont été produits par un équipement de production locale en autoconsommation collective. Donc tout ça, aujourd'hui, ça fonctionne très bien et ça fonctionne depuis 2 ans. Le bilan de 2022, le tracker, il a produit 22 MWh.
On a pas loin de 70% qui sont autoconsommés. Le surplus est revendu à Enercop. Et dans ce qui est autoconsommé, on va avoir 39% qui sont, on va avoir, pardon, je crois que quasiment la moitié qui sont autoconsommés par l'école, donc notamment la cantine et la mairie. Cette production-là, elle a permis de couvrir 40% du besoin de l'école. Donc typiquement, là, en 2020, quand Langouette a fait ce choix-là, il n'y avait pas encore la grosse hausse des prix. Aujourd'hui, pour leur cantine scolaire, il y a 39% de leur consommation qui n'a pas connu la hausse la hausse de prix assez folle qu'il y a eu sur les marchés les 6-8 derniers mois. On a sur les 22 MWh, on a 9 MWh qui ont été distribués localement aux consommateurs. Donc, on a un exploitant agricole et 9 résidents, 9 consommateurs résidentiels. Et en moyenne, ça a couvert 15% de leurs besoins. Donc, on voit qu'en plus, ils ont mis en place des petits moyens pour se prévenir. Bah, demain, il fait beau, mettez en place vos équipements de production. On a intégré aussi l'agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent sur votre territoire, qui sont des conseillers énergie partagée. L'ALEC travaille avec cette association-là pour essayer de voir chez les consommateurs quels sont les équipements qu'ils peuvent programmer, comment les programmer pour qu'il y ait un maximum de production quand il fait beau, quoi. Voilà, et du coup, comme il y a du surplus sur notre opération et que cette époque-là, on ne pouvait pas le vendre à EDF obligation d'achat, on a fait un contrat de gré à gré avec Enercop, où je pense la moitié des consommateurs de la boucle sont aussi chez Enercop en tant que fournisseur traditionnel, on va dire. Donc, du coup, le surplus qui est revendu à Enercop contribue au périmètre de la zone d'équilibre d'Enercop qui est redistribué derrière à ces personnes-là, quoi. Voilà, j'ai été assez vite. L'idée, c'était surtout de pouvoir vous expliquer le genre d'expérience qu'on peut faire autour des smart grids, peut-être de susciter des vocations et potentiellement de citer des questions auxquelles je pourrais répondre avec plaisir. Moi, j'aurais des questions, mais je laisse la priorité aux autres participants s'ils ont des questions. Pas de réaction. Alors moi, j'aurais voulu, Pierre, que tu nous parles aussi des autres aspects du projet et des services qui ont été mis en place dans le cadre de ce projet-là. On a parlé de l'aspect effectivement autoconsommation, mais autour de ça, est-ce qu'il y a d'autres services qui ont été apportés aux citoyens? Alors sur le projet, ça va être essentiellement effectivement la mission de l'ALEC. Si je reviens à la structure de l'association, on a pensé les statuts ainsi, c'est-à-dire que dans les statuts, il y a le producteur, les consommateurs et ce qu'on a appelé des bienfaiteurs. Donc les bienfaiteurs, ça va être, donc on a le syndicat départemental d'énergie qui en fait partie et l'agence locale énergie et climat du pays de Rennes. Donc eux, effectivement, en tant qu'adhérents bienfaiteurs, ont un panel d'actions annuel pour faire vivre un petit peu ce projet-là et me faire monter en compétence les gens qui sont en leur sein. Donc notamment, là, l'ALEC, la première mission qui a été faite, c'était de distribuer des petits data loggers qui permettaient de compter. Donc les personnes branchaient ça sur leur prise et branchaient leur frigo derrière pour comprendre comment leur frigo consommait. Et une fois qu'ils avaient des données, il y a des ateliers qui étaient organisés par l'ALEC pour essayer de comprendre en quoi le frigo consomme, comment est-ce qu'il fonctionne,
Et puis, comment faire pour surtout jouer avec tout ce qui est pilotable. Donc, on pense lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle. Il y a eu tout un tas d'ateliers pour voir comment les programmer, à quel moment il était mieux de les programmer, quels sont les cycles à programmer pour consommer de la meilleure façon quand on le peut. Donc, il y a eu toutes ces réflexions-là autour de la façon dont on consomme par rapport à l'équipement de production qui a été mis en place. Et puis après, en termes de services, nous, en tant que producteurs, on a plutôt apporté des services à la mairie. C'est-à-dire que le compteur Linky, c'est le compteur de la mairie. Donc, c'est la mairie qui facture la production à tous les consommateurs. Donc, nous, on a tout un tas de services pour pas gréver un peu le, le travail de la secrétaire de mairie, où on va lui faciliter l'accès aux données, lui préparer ses bons de trésorerie, l'aider à équilibrer son budget annexe. Voilà, on va avoir beaucoup plus de services un petit peu plus liés à la gestion presque comptable de cette opération, quoi. Et j'avais cru comprendre qu'il y avait une plateforme à disposition des citoyens pour pouvoir suivre justement les consommations. Donc, du coup, il y a quand même un système un petit peu intelligent qui remonte de l'information et qui guide les citoyens dans leurs usages, quoi. Ouais, complètement. Donc là, voilà, comme j'ai expliqué, là, sur le fonctionnement, il y a Enedis qui nous envoie tous les tableaux Excel. Ça, c'est extrêmement compliqué à gérer sans être outillé. Donc, dès le début de l'opération, la seule consultation qu'a menée l'association, c'était une consultation auprès de développeurs informatiques pour trouver un outil qui nous permettait de mettre en place l'algorithme et d'avoir un suivi. Donc, l'entreprise qui a été retenue, c'est Enogrid, que les personnes sensibilisées à l'autoconsommation collective peuvent connaître, parce que ça fait partie des entreprises un petit peu historiques sur ce mode de valorisation. Et donc, Enogrid, effectivement, préempte un petit peu toutes les données auprès d'Enedis et les met sous forme graphique, ce qui est extrêmement plus simple à lire on va dire pour ceux qui aiment pas lire des tableaux Excel de 800 lignes, c'est-à-dire la majorité des gens. Donc voilà, effectivement, il y a cet outil-là, sans lequel il serait impossible de jouer avec les données, quoi. Et puis, dernière question, tu avais évoqué une borne de rechargement et un véhicule en autopartage. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ça? Est-ce que c'est raccordé déjà Oui, alors le compteur, consommation? ouais, le compteur sur lequel est branchée cette borne fait partie de l'opération. Donc effectivement, quand la voiture est là pendant les heures les heures ensoleillées, elle est potentiellement rechargée par le tracker du village. Après, sur le fonctionnement, là, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que c'est plus la mairie qui a mené ce projet-là avec, pareil, issu des ateliers Cradle to Cradle, c'était plus sur le sujet mobilité que sur le sujet énergie. Et donc, il y a un groupe d'habitants aidés par la commune qui ont réussi à se faire épauler. Alors, je crois que c'était pareil, un petit peu le même montage en tiers investissement, c'est-à-dire qu'il y a une société qui met en place la borne, qui gère l'exploitation de la borne et qui facture du coup un service pour rentabiliser son investissement, quoi. Et du coup, les citoyens peuvent s'y raccorder aussi à cette borne s'ils souhaitent recharger leur véhicule ou c'est quand Non, même par contre, c'est vraiment une borne qui est réservé? dédiée à la voiture autopartage, ouais. D'accord. Alors, j'aurais une question éventuellement. Oui. Oui, allez-y. Monsieur Chavroux de Santuy, un petit village de 300 habitants. Je m'interroge, d'abord, il y a sûrement un gros investissement et de ce que j'ai pu lire un peu sur Internet, ça avait l'air compliqué en fait pour les gens d'y retrouver un intérêt financier parce qu'apparemment, à partir du moment où on repasse par le réseau de Enedis,
eh ben, il y a une majorité de taxes qu'il faut quand même payer. Donc, mon interrogation, c'est est-ce que les 10 personnes, je vois qu'ils ne sont pas très nombreux à être associés au projet, est-ce que c'est parce que c'est des gens qui font ça par militantisme et ils sont même prêts à payer leur électricité plus cher pour avoir du local et du vert, ou est-ce qu'ils y retrouvent quand même aussi un intérêt financier, est-ce qu'ils payent leurs factures moins cher? Bon, autant je comprends que pour la mairie, vu qu'ils sont en direct 40%, déjà là-dessus, ils n'ont pas eu les augmentations, mais pareil pour eux, est-ce qu'ils ont même une baisse de leur tarif électrique ou est-ce que non, il ne faut pas rêver non plus, quoi. Voilà. Ouais, effectivement, hein, l'économie, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Là, il y a 10 participants parce que plus, on n'arriverait pas à distribuer assez d'énergie à chaque participant. C'est plus lié en fait à la taille de notre équipement de production. C'est-à-dire si on avait pu mettre 2 fois plus de panneaux solaires, on aurait pu faire une boucle avec 20 participants. Le projet en 2021 a été fait. Donc effectivement, là où vous avez complètement raison, c'est que on utilise le réseau public, donc on va payer toutes les taxes liées à l'électricité, c'est-à-dire le tarif d'utilisation du réseau public qui va rajouter 4-5 centimes du kilowattheure. On va payer la CSPE, donc la contribution au service public de l'énergie qui est artificiellement à 1 euro du mégawattheure aujourd'hui, mais qui peut augmenter. Ce qui fait que vous, particulier, vous payez l'électricité à 18 centimes, mais en vrai, le coût de l'électron, une fois qu'on a enlevé toutes les taxes, il est plutôt aux alentours des 11 centimes. On avait fait ce calcul-là à l'époque en 2021, on était à 9 centimes du kilowattheure. On a fait un prix à 9 centimes du kilowattheure qui est fixe dans le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur chaque kilowattheure autoconsommé, les participants économisent 2 centimes. Voilà, on a fait le pari, en tout cas, les consommateurs qui font partie de l'opération ont fait le pari de souscrire à un moment où ça leur faisait une opération blanche, en se disant de toute façon, le coût de l'électricité va augmenter. L'équipement de production, il est là pour 25 à 30 ans. Je sécurise 15% de mes charges liées à l'électricité sur mon foyer. C'est un petit peu le pari qui a été fait, en sachant voilà, aujourd'hui, le tarif réglementé, il bénéficie d'un bouclier tarifaire qui a été mis en place par l'État. Donc, ils ont augmenté juste de 2 centimes. Mais le jour où on sera plus en mesure de financer ces boucliers-là, le consommateur va se prendre la même évolution que vous vous êtes pris niveau mairie, quoi. Donc, voilà, au niveau de la mairie, par contre, il y a eu des énormes économies qui ont été faites parce que là, on est branché avant le compteur. Donc là, pour le coup, on paye aucune taxe. C'est des kilowattheures qui sont directement défiscalisés. Donc là, sur les 39% d'économies qu'ils ont fait sur leur facture, elle a été compensée par peut-être 2 à 3 fois moins sur le prix où Énergie vend, quoi. Et, de notre côté, on avait aussi une question dans le chat qui était quel est le coût d'investissement sur le projet? Alors là, c'est un tracker, donc c'est l'ordre de grandeur, c'est à peu près 3 euros du watt. Donc là, on était à peu près à entre 40 et 45 000 euros, le coût d'investissement. On a monté le projet en cherchant des subventions. On a réussi à avoir des subventions qui étaient liées à l'innovation technique, du fait que c'était des panneaux solaires motorisés, que c'était pas voilà, le champ solaire qu'on retrouve le plus classiquement. Et on a réussi à avoir des subventions liées au côté smart grid du projet. Donc le côté smart grid nous a permis de financer tout ce qui était études, tout ce qui était voilà, la rédaction des statuts de l'association, les frais juridiques, ce qu'on a été appuyé par un avocat, et le côté innovation technique. Donc c'était des fonds voilà, qui émanaient des fonds FEDER, de fonds européens, qui ont pris en charge, ce qui fait que in fine,
à peu près 45 000 d'investissement, on a eu 20 000 euros, donc quasiment 60% de subvention, quoi. Aujourd'hui, on arrive à monter des projets sur des toitures de plus grande envergure, c'est-à-dire qu'on fait des centrales d'à peu près 500 mètres carrés sur des toitures. Et là, on arrive à avoir une économie où on vend l'électricité au même prix que le tarif bleu réglementé, sans bénéficier de subventions directes. Donc, le modèle économique aujourd'hui, ici, on s'y retrouve. Les consommateurs, clairement, la première année, ils ne feront pas d'économie. Et le pari, c'est de se dire, si le prix de l'électricité augmente, moi, j'ai sécurisé mon prix en 2023, quoi. Ok, merci pour votre réponse. Et je crois que Hélène Poli avait levé la main. Oui, s'il reste un peu de temps pour une question, je me demandais quel était le rôle du syndicat d'énergie en tant que bienfaiteur. Qu'est-ce qu'il avait apporté, qu'est-ce qu'il attendait par rapport au projet? Alors le syndicat d'énergie aujourd'hui, alors c'est l'actionnaire majoritaire d'Energive. Ça fait partie de l'acteur public qui est le plus mutualisé avec la SEM Energive. Et dans l'opération, du coup, il n'a pas eu de rôle concret. C'est-à-dire il n'y a pas eu de mise à disposition de moyens humains ou autres comme l'a fait l'ALEC. Par contre, il y a une subvention, il n'y a pas une subvention, mais en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion annuelle qui est plus élevée pour le syndicat, ce qui permet de payer les coûts de logiciel. On parlait tout à l'heure avec Cyprien du logiciel qu'il nous faut pour visualiser tous ces flux de données. Celui-ci, il a un coût qu'on ne voulait pas faire porter chez les 10 consommateurs. Et donc, c'est cet adhérent-là, bienfaiteur, qui le finance au travers de son adhésion, quoi. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui ont des questions. Je voudrais savoir, Jean-Marie Boulin, je suis élu dans une commune rurale de l'Aube. Je voulais savoir combien de participants, enfin d'habitants, correspondent à ces 10 participants. Et le projet me paraît quand même assez compliqué, complexe même, et je me demande si une solution plus simple n'était peut-être pas de simplement faire bénéficier la commune de cette production. Alors aujourd'hui, effectivement, hein, ça représente pas grand monde. Est-ce qu'on a 10 participants sur un village de 600 habitants? Donc déjà, hein, le fait, mais j'entendais la mairie de Sompuy tout à l'heure, 300 habitants, ça reste des échelles où on arrive peut-être à connaître tout le monde et à mettre en place des ateliers où du coup l'idée vient des habitants. Et le rôle de la mairie là-dessus, c'était pas forcément d'aiguiller. Non, ça aurait plus de sens que ce soit la mairie qui consomme tout et on est l'émanation de, on est votre collectivité, donc ça vous bénéficie indirectement. Là, du coup, c'est les habitants qui voulaient mettre en place ce projet-là et la mairie a appuyé pour qu'ils arrivent à le mettre en place, quoi. Donc effectivement, hein, si on regarde juste le temps humain qu'on a passé dessus, les galères qu'on a pu rencontrer dans le développement d'un projet, d'un projet Smart Grid, ça en vaut pas forcément le coup. Par contre, quand on regarde après les retombées, la montée en compétence de ces 10 personnes-là, l'image aussi qu'a eu la commune, c'est-à-dire qu'elle a pu présenter ce projet-là, qui a fait quelques petits derrière. Et du coup, là, c'est l'association Soleil Code qui gère, hein, donc qui est la personne morale organisatrice. Et typiquement, les projets pour 2024, c'est de trouver des nouveaux lieux, donc notamment chez l'agriculteur qui fait partie de l'opération, trouver des nouveaux lieux de production, rajouter de la production pour rajouter des consommateurs et ainsi de suite. Et du coup, ils ont, on va dire, la mairie là, a permis à ses habitants d'avoir un terrain de jeu juridique et technique évolutif.
Et donc là, voilà, je crois qu'ils ont été aussi approchés par une société qui fait du leasing de stockage. Donc, il y a eu potentiellement un projet de batterie qui sera mis en place pour ne plus vendre à Enercop, mais pouvoir rajouter des consommateurs. Et effectivement, l'ambition pour la commune, c'est aujourd'hui, ça touche 10 habitants, mais d'essayer de faire grossir cet outil pour en toucher de plus en plus, quoi. Mais clairement, hein, les projets innovants, il y a toujours une question de pari. Il y a toujours plus simple à mettre en place. Après, ça dépend de l'histoire et l'idée qu'on veut y mettre derrière, quoi. Oui, merci. Ça correspond en gros à 10% de la population. Ouais, c'est ça. Montpellier. Oui, C'est ça, ouais. une Ouais, centaine de personnes. ouais, Merci. je vous en prie. Est-ce qu'on a une dernière question avant de se quitter? Eh bien, s'il n'y en a pas, on vous remercie. Il y a quelques éléments qui ont été partagés dans le chat, notamment des dispositifs d'aide existants en région Grand Est sur les projets qui soient Smart Grid ou autoconsommation collective, à savoir le fonds FEDER ou les aides Climaction. Donc voilà, si vous avez besoin de précision, il y a un lien qui a été partagé. Et puis, Hélène vous a aussi envoyé le lien de la courte enquête de satisfaction pour recueillir votre avis sur ce webinaire. Donc, on vous remercie par avance de prendre le temps de répondre. Et on vous enverra rapidement, grâce à la collecte de vos adresses mail, le support de présentation et ensuite le lien pour pouvoir revoir ce webinaire ou pour pouvoir le partager, si vous le souhaitez le partager à vos collègues ou à d'autres élus de vos collectivités. Et le document de M. Moal, on pourra le retrouver aussi. Oui, on va vous le transmettre aussi. Merci. Alors, justement, si je peux me permettre, Smart Grid Grand Est travaille sur une fiche Rex, justement sur ce projet-là. On va prochainement mettre en ligne, qui sera peut-être un petit peu plus complète en termes d'informations que la présentation de Pierre. Voilà. Donc, elle sera en ligne sur notre site Smart Grid Grand Est et je pourrai vous relayer le lien si vous nous laissez vos coordonnées, monsieur. Merci, j'ai déjà envoyé mes coordonnées. Ah ben voilà, parfait. Merci à nos intervenants et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de journée. Et ben moi, je souhaite une belle journée et je remercie tous les participants et les auditeurs de ce webinaire. Voilà. En espérant vous retrouver en ce qui concerne les collectivités du territoire prochainement pour une rencontre et une présentation de nos actions sur le territoire. Voilà. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.